montage. Là, ça enregistre. Bonjour. Donc oui, c'est sans montage. Et on va accueillir aujourd'hui une petite partie de l'équipe de Maléfice, 3 sur 5. Et puis voilà, parce que nous sommes le vendredi 13 et c'est aujourd'hui, date ô combien symbolique, qu'il sort voilà, bah, pour tout le monde. Donc ça tombe bien, on a des auteurs, et puis ils vont nous parler un petit peu de leur amour de Maléfice, et puis tout ça, de cette folle aventure. Mais déjà, qu'est-ce que Maléfice? Bah, Maléfice, c'est un jeu de rôle qui est apparu pour la première fois dans les années 80, comme on dit par ici, dans les années 80. Et c'était un jeu très populaire à l'époque, un jeu de création française où on joue des monsieur et madame tout le monde dans la société de la belle époque, hein, donc entre 1874 et 1874 et 1914, oui, je m'y perds dans les chiffres français. Et un jeu où le fantastique a toute sa part, comme dans d'autres jeux. Néanmoins, ici, l'un des aspects très intéressants, c'est que le fantastique, on ne sait en fait pas, avant d'y jouer, avant que la partie commence, à quel fantastique on a affaire. Il y a beaucoup de fantastiques différents qui peuvent intervenir dans Maléfice. Et des fois, il y a peut-être même l'aspect qu'en fait, il y a pas de fantastique du tout, qu'en fait, c'est une supercherie. Bah, du coup, tu bousilles une des rares questions que j'avais prévues, mais effectivement, je trouve que c'est, enfin, le point, tu arrives direct dessus, c'est une des grosses différences avec des grosses licences comme l'Appel de Cthulhu, où en fait, bah, tu sais que tu vas jouer dans un truc à la Cthulhu, avec des cultistes, avec des gros trucs avec tentacules. Maléfice, t'es pas du tout forcément contre des cultistes, et t'es même pas forcément contre du fantastique. Tu peux très bien avoir un serial killer qui déguise ses meurtres en fait en phénomènes inexpliqués ou des savants fous, ou voilà. absolument. C'est en fait, je pense que l'idée générale du créateur de Maléfice dans les années 80, Michel Godot, c'était aussi à la fois de montrer que pendant cette période, on se questionnait justement ce que c'était que le fantastique ou la rationalité, et qu'il y avait cette opposition entre une vision spirituelle du monde et une vision laïque ou scientifique, disons, du monde. Et le jeu, il est fondé là-dessus, c'est-à-dire que pendant longtemps, on suspend notre interrogation jusqu'à ce qu'on puisse déterminer est-ce qu'on est face à un phénomène surnaturel ou pas, ou est-ce qu'il y a une explication rationnelle. Et ça se décline aussi dans le jeu sous certaines facettes où on joue sur cette ambiguïté, ou ces contrastes que reflète aussi l'époque de la Belle Époque précisément, où il y avait cette opposition entre rationalité, croyance et spiritualité. Et donc plusieurs définitions du fantastique en plus de ça qui existaient particulièrement à cette époque et qui s'inscrivaient dans une longue histoire. C'est un jeu aussi c'est un jeu qui a aussi un background littéraire assez important et qui s'appuie justement sur à la fois la littérature, les romans, les nouvelles, les contes, les légendes, mais aussi les feuilletons et les croyances populaires, beaucoup qui étaient encore très fortement présentes à l'époque. Bah, du coup, j'avais un peu envie de rebondir par rapport à la mécanique, parce que comme tu l'as sous-entendu, c'est par exemple, oui, la rationalité, enfin mécaniquement, vous l'avez représenté dans le système. Cette opposition, cette dualité rationalité-spiritualité. Mais je ne sais pas si vous avez un petit peu envie d'en parler, du coup, comment vous avez traduit ça d'un point de vue mécanique, ou si on reste sur une présentation du thème et puis du goût de Maléfice. Bon, disons, peut-être une des caractéristiques spécifiques de Maléfice, c'est que le système de jeu lui-même était fait dès le départ comme étant extrêmement léger. Et ça, on l'a conservé parce que ça fait vraiment l'ADN de Maléfice, c'est d'avoir un système de jeu hyper léger. Et les seules modifications qu'on a fait par rapport aux précédentes versions, c'est un petit peu la mécanique sur spiritualité et rationalité qui portait un autre nom dans les précédentes éditions. Et justement ce jeu sur
Si on compare par exemple à ceux qui jouent à Cthulhu, verront de quoi on parle. La santé mentale à Cthulhu, donc Cthulhu, c'est une caractéristique qui monte ou qui descend. Enfin, généralement, elle descend plutôt, et de manière assez massive généralement. À Maléfice, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière parce que la santé mentale est décomposée en deux composantes. Il y a la rationalité d'un côté, la spiritualité de l'autre. Elles sont indépendantes l'une de l'autre, ce qui est une nouveauté parce que dans les versions précédentes, elles étaient mécaniquement liées. Et puis surtout, elles vont évoluer dans un sens comme dans l'autre, et on peut avoir à la fois des difficultés si on est trop rationnel ou pas assez, et respectivement si on est trop spirituel ou pas assez. Et donc cette opposition-là, elle se retrouve dans la mécanique de jeu. Mais de manière générale, la mécanique de jeu de Maléfice est extrêmement légère pour favoriser le role-playing, la narration, la participation et l'incarnation des personnages. Et l'ambiance. Et l'ambiance, ouais. Ce qui fait que Maléfice était déjà à l'époque un jeu moderne. Actuellement, on recherche justement des jeux avec plus de narration, plus de roleplay, et Maléfice était quand même précurseur dans la période des années 80 où il est né, où on avait plutôt des jeux avec beaucoup de caractéristiques chiffrées, des jeux plutôt simulationnistes. C'est ce qui fait qu'en fait, même si c'est un jeu qui a 30 ans, sinon plus, c'est quand même un jeu qui est assez moderne à la base, et c'est pour ça qu'on n'a pas trop eu besoin de toucher le système de jeu pour le rendre au goût du jour. On a adapté certaines choses, on a même simplifié certains points de règle, et on a mis aussi, on y reviendra je pense, le tarot, là, le grand jeu de la connaissance, on l'a remis au centre afin qu'il soit utilisé de plus en plus souvent. Et cela aussi au bénéfice du roleplay, de la narration, de l'ambiance. Vous parliez du lien, de la source d'inspiration littéraire de Maléfice, mais au final, là encore, c'est ça, avoir quelque chose qui se rapproche du roman, qui se rapproche de l'histoire partagée, puis qui s'éloigne de la mécanique. Et même formellement dans le bouquin, vous avez quand même fait attention que ce soit bien écrit. On n'est pas sur des pages et des pages de règles étouffantes. Vous avez pris quand même pas mal de place pour raconter l'univers et l'ambiance. Jean-Philippe, peut-être? Oui, en fait, on voulait effectivement insister sur l'ambiance plus que sur un simple background historique. Alors, il y en a un, forcément, la période est riche, mais il est présenté d'une manière que l'auteur a voulu synthétique, évidemment pas exhaustive, hein, parce que ça c'était pas possible, et original et tourné vers le jeu, c'est-à-dire que pendant qu'on lit la partie historique, on a des petits encadrés qui disent cet événement ou cette chose dont on vient de parler pourrait faire l'objet, et on donne comme ça des petites pistes pour que les meneurs qui voudraient s'engouffrer là-dessus puissent dire « Ah tiens, effectivement, j'avais jamais pensé, mais cet événement-là pourrait faire l'objet d'un scénario qui, que quoi ». Et c'était l'idée, c'est-à-dire que même les parties qui sont purement documentaires, possèdent un petit volant, un petit à côté ludique. Et on voulait ça. Et vous-même, vous êtes beaucoup documenté pour faire cette partie documentaire, ou comment ça s'est passé? Bon, je crois qu'une partie de notre âge explique aussi que nos sources, on les a récoltées au fur et à mesure de nos 30 ans de jeu et de lecture les uns les autres. Oui, on a fait de la documentation parce que toute la partie historique là, et Dominique Chavanas qui a écrit notamment la partie historique, San aussi, on fait des recherches pour être à jour et pour être correct et pour être le plus précis possible. Pour le volet qui est plus littéraire ou référence conte, etc., ça c'est la grande science de Jean-Philippe et de toutes ces lectures qui a alimenté cette partie du jeu. Et peut-être que Jean-Philippe, tu peux dire deux mots justement sur un peu ses sources et un peu d'où vient en fait tout l'intérêt du jeu sur le lien avec les contes, les pratiques de l'époque, magique ou pas. Oui, c'est un vaste programme.
C'est vrai qu'on a consacré une partie non négligeable au fantastique en tant que tel dans le livre de base. Et je suis littéraire moi de formation, donc je suis parti de ce qu'on appelle le fantastique en littérature. Et puis, en mettant en place ce qui fonde le fantastique, eh bien, on arrive au fantastique de Maléfice, celui de la Belle Époque, et qui est aussi, comme disait Christophe tout à l'heure, qui est aussi séparé en deux parties. Il y a vraiment un fantastique campagnard, folklorique ou légendaire, qui est très, très vivace dans les zones rurales. La France est excessivement rurale hein, à l'époque. Et puis, il y a aussi un fantastique urbain, parce que les gens qui font tourner les tables sont pas du tout les mêmes que ceux qui jettent des sorts pour faire tourner le lait des vaches. Et donc, on a aussi une dichotomie entre le fantastique rural et le fantastique, on va dire urbain pour simplifier, mais en tout cas, celui des gens qui sont un peu plus éduqués ou un peu plus élitistes que les traditions populaires paysannes qui, elles, s'ancrent dans des choses anciennes, dans des lieux, dans des... Ouais. Les légendes locales, la peur du Absolument. diable, alors qu'en ville, on a plus, j'allais dire le Ouija, c'est pas d'époque, mais les spiritistes, les soirées mondaines où on invoque les esprits. Absolument. Et tout ça, c'est du fantastique, mais ça n'est pas le même. Et alors après, effectivement, avec l'exode rural et tous les provinciaux qui montent sur Paris, il va y avoir parfois des chocs. C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout Ah, Il a été choqué. il était choqué. Mais peut-être il y a une troisième forme de fantastique que peut-être dont Sam peut parler, parce que c'est aussi à l'époque l'arrivée de la science hein, et des développements des grands mouvements scientifiques qui amènent aussi une certaine forme de fantastique. Oui, absolument. Donc, face à ces fantastiques, face entre guillemets, hein, il y a justement les progrès de la science qui étaient énormes à la Belle Époque, et les gens avaient en fait foi en la science carrément, ils croyaient en progrès. Et la Première Guerre mondiale a évidemment donné un coup d'arrêt à tout ça, mais il y avait même des courants de pensée scientistes qui sont très intéressants, qu'on peut aussi jouer à Maléfice. On peut jouer quelqu'un qui justement est très... bon, vraiment creuse ces sujets et en faveur du développement des sciences, le pousser encore plus loin. Et donc, on a justement cette opposition spiritualité-rationalité qu'on peut aussi retrouver entre les fantastiques et une partie de science et de technologie qui fait partie intégrale de l'époque qui nous concerne. Du Jules Vernisme. Exactement. Donc, dans la partie sur justement les progrès de la science, il y a quelques mots, quelques passages sur Jules Verne et puis comment combiner justement tout ça pour des scénarios, il y a des idées de pitch où justement on peut utiliser les côtés scientifiques, les tourner par exemple à la Jules Verne pour en faire des scénarios, etc. Et du coup, il y a un aspect du jeu dont on n'a pas parlé, parce que vous êtes dedans, et je l'aurais pas lu, j'aurais l'impression qu'au final, le jeu est très fragmenté avec plein de types de thématiques différentes, alors que une fois que tu l'as lu, puis quand tu connais Maléfice, il a une forme de jeu historique qui, l'aspect Belle Époque est vraiment central. Il y a un ton global au jeu. Oui. Je sais pas si... En tout cas, c'était une des difficultés quand on est à 5 rédacteurs de trouver le ton et la répartition du travail. En discutant, il y a une chose qui me vient en tête. En fait, on pourrait imaginer que Maléfice est un jeu historique qui ne va intéresser que les joueurs qui aiment les jeux historiques et qu'il faut pouvoir se farcir tout le background de Maléfice et de la Belle Époque pour pouvoir y jouer. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le livre lui-même, le livre de base, il est volumineux, il y a du matériel qui est en quantité historique, des pitchs pour des scénarios, etc. Mais Maléfice est un jeu d'enquête et un jeu d'atmosphère.
C'est-à-dire qu'on peut très bien, des joueurs, on a tous eu l'occasion de faire jouer du Maléfice à des gens qui n'avaient pas forcément une idée extrêmement développée de ce que c'est que la Belle Époque. Généralement, les scénarios sont réalisés, sont écrits de sorte à ce que les gens s'approprient aussi le contexte en même temps qu'ils jouent. Et ça, c'était un souhait qu'on avait, c'était parce que si on compare la première version de Maléfice de 1985, le booklet de départ, il faisait 56 pages, quelque chose comme ça, puis là, aujourd'hui, on en est à 350 pages. Il ne faudrait pas que ça rebute les gens en se disant, mais on ne peut pas jouer si on n'a pas lu les 358 pages. Pas du tout. Et ça, c'est quelque chose auquel on a été sensible, à la fois d'accompagner le meneur qui veut lire l'intégralité, mais aussi d'accompagner les joueurs. Et le succès de Maléfice, somme toute, à titre personnel, je ne sais pas ce que mes collègues en diraient, mais quand j'ai eu l'occasion de le faire jouer à des personnes qui ne connaissaient pas particulièrement cette atmosphère-là, c'est que les scénarios sont faits pour se familiariser avec l'époque aussi. Et si le scénario est bien conçu et bien réalisé, ça vient tout seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, comme si vous rentrez, je sais pas moi, vous rentrez dans Elric ou dans RunQuest. Si vous connaissez pas toute la mythologie de RunQuest, vous débarquez dans un scénario, vous risquez d'être un peu perdu et passer un peu à côté du fil. Maléfice, malgré le fait que ça soit un jeu qui est ancré dans une histoire, dans une période, avec un background important, n'empêche pas du tout les gens qui ne connaissent pas cette époque de pouvoir y entrer. Et je pense que c'est une partie de ce qui fait nos succès, parce que au fond, quand nous, on a commencé à y jouer, je sais pas, moi j'avais 15 ans, je veux dire, j'y connaissais rien à la Belle Époque, et je l'ai découvert par les scénarios. Et ce sont les scénarios qui m'ont donné envie d'aller un peu plus loin pour connaître cette époque. Alors du coup, d'un point de vue extérieur, vous me corrigez, enfin si vous n'êtes pas d'accord sur que j'ai dit une connerie, mais d'un point de vue historique, je le trouve à peine plus poussé que Cthulhu, enfin, si je compare à ce que je connais, mais c'est vrai que du coup, il est plus abordable au sens, t'es pas obligé d'avoir mangé tout le Lovecraft pour comprendre de quoi on parle en fait. À chaque fois, on part sur une légende locale, une source d'inspiration, et au final, le fait qu'il n'y ait pas de gros lore uni où vous arrivez avec la vraie réalité du monde des esprits, de machin, de trucs, fait que le background général, c'est le background en fait de notre réalité, quoi. Voilà, il y a la Belle Époque, enfin notre réalité, l'imaginaire qu'on en a de ça, et ce qui fait que t'as pas besoin de te taper un cours d'histoire. On n'est pas sur un crime, on n'est pas sur un truc qui est extrêmement velu. Je trouve que c'est un peu mieux que documenté quand même que quand tu te manges un appel de Cthulhu de base. Au niveau historique, on se sent plus accompagné. Et effectivement, sur le côté lore de fond, on ne se sent pas étouffé par une mythologie précise. Ce qui fait que c'est plus. Je pense un MJ qui est un peu créatif, il va avoir plus de marge de manœuvre que ah merde, je fais un truc qui contredit un point de Lovecraft dans tel ou tel bouquin. Donc voilà, c'était. Je sais pas si vous avez l'impression que j'ai saisi le truc ou si je dis de la merde. Non, il y a bien du vrai. Il y a aussi le fait qu'on accompagne aussi les joueurs et le meneur pour justement entrer dans cette époque. Si on regarde par exemple la création de personnages, elle a été développée justement pour accompagner les joueurs, pour qu'ils entrent dans leur personnage de façon fluide en fait. Donc, il y a la feuille de personnage a maintenant une deuxième face où justement on fait réfléchir le joueur, la joueuse sur le background de son personnage, ses opinions politiques, ses opinions, son orientation religieuse et des choses comme ça. Et en plus, on a développé des archétypes où les professions sont décrites qui donnent plein d'indications sur ce que ça représentait d'être à l'époque, je ne sais pas moi, médecin, juriste, militaire, avec aussi des idées comment interpréter ces personnages, et même des personnages avec des traits spéciaux. On peut jouer un certain type de docteur, par exemple ceux qui vont aider les pauvres, ou ceux qui sont des faiseurs d'anges, ou des choses comme ça. Donc il y a plein d'idées et que l'on espère avoir apportées de façon fluide afin que les joueurs n'ont pas besoin d'être des spécialistes de cette époque, des spécialistes de Maléfice avant d'y jouer, mais justement pouvoir utiliser ce matériel et entrer assez rapidement. Parce que ça, dans la légende de l'histoire du jeu, c'est vrai que Maléfice a une étiquette de pour joueurs pas de théâtre, mais pour joueurs qui aiment le background de personnage, qui aiment jouer le personnage, qui est. Enfin, on fait pas une partie de Maléfice pour déconner. Je trouve dans l'histoire de. Ah,
Je vois Christophe qui n'est pas du tout d'accord, je t'en prie. Non, disons. Mais en fait, c'est marrant parce que Maléfice, il y a une espèce de légende derrière le jeu. Hein. Les gens ont beaucoup d'attentes et ça a été une difficulté pour nous aussi de se dire, mais en réécrivant un jeu qui a une telle histoire, comment est-ce qu'on va satisfaire à la fois ceux qui ont découvert le jeu, mais en même temps attirer un nouveau public. Et ça aurait pu nous bloquer. Il se trouve que les 5, on a eu à peu près les mêmes expériences, je pense, de jeux de Maléfice au cours des 30 dernières années. Et moi, j'ai vécu des parties de Maléfice qui étaient franchement délirantes, alors que le scénario, au départ, était plutôt une enquête sérieuse avec des indices, des aides de jeu à profusion, etc. Mais avec le fait que le jeu s'est développé et la partie où les gens se sont vraiment pris dedans. Donc, je pense que là où c'est vraiment aussi ce que les gens veulent en faire. Et on oppose souvent Maléfice. Alors, Crime est un jeu qui est évidemment proche, l'Appel de Cthulhu aussi. Il a sa propre identité, mais comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe, on peut en faire, comme tu le disais aussi, tu peux te l'approprier pour en faire à peu près ce que tu veux en réalité. Si tu respectes certains thèmes, tu peux en faire un scénario comique, tu peux faire un scénario qui est très scientifique où il n'y a pas du tout de surnaturel, au contraire un scénario où il y a beaucoup de surnaturel, un côté feuilletonesque qui était celui de l'époque et des publications. Donc il y a une très très grande liberté. Et moi j'ai vécu des parties où franchement c'était la franche rigolade. Et puis aussi des situations qui étaient vécues par les scénarios où vous retrouvez des joueurs qui se trouvent à devoir faire un deal avec un démon ou ce genre de choses, bah, parfois c'est quand même vachement drôle. Et surtout de voir la réaction des joueurs quand tout d'un coup il y a une aide de jeu qui apparaît. Et là, le grand maître des aides de jeu délirantes et qui font flipper les joueurs, c'est Jean-Philippe. Alors je pense qu'il peut en parler. C'est lui qui a écrit d'ailleurs toute la partie sur les aides de jeu dans l'ouvrage. Oui, c'est sûr que. Moi, je voulais revenir un petit peu en arrière avant de parler des aides de jeu, mais ça m'arrive assez souvent de faire jouer des adultes qui découvrent le jeu de rôle, hein, donc qui ne sont pas du tout rôlistes. Et je rejoins Christophe sur ce plan-là. Au début, ils sont réticents, ils disent je ne saurais jamais, mais je n'ai jamais fait ça, etc. Et en réalité, une fois qu'on commence à jouer, 10 minutes, un quart d'heure après qu'on a commencé, ils sont dedans, quoi, et ils sont entrés dedans de manière tout à fait naturelle et spontanée et facile, quoi. Et donc, Maléfice, c'est un jeu qui est facile d'approche, mais qui, comme disait Christophe, peut avoir une image. Il va falloir que je connaisse toute la belle époque pour jouer à Maléfice. Pas du tout. On découvre en allant, on se rend compte que le téléphone, il n'y en a pas partout, que ça marche pas souvent, que quand il pleut, ça marche encore moins, qu'il y a des demoiselles au bout du fil, c'est-à-dire qu'on passe pas directement un appel à quelqu'un, il y a quelqu'un au milieu qui dit « je vous passe monsieur machin ». Et donc, ça se fait de manière naturelle, et les adultes qui n'ont jamais joué n'éprouvent pas de difficulté majeure à entrer dans le jeu. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est agréable, quoi. Alors, pour revenir aux aides de jeu, ensuite, oui, il y a toujours eu une qualité qui a été reconnue à Maléfice dès le début, c'est qu'il y avait pas mal d'aides de jeu qui étaient fournies avec les scénarios aux joueurs et qui suspendaient l'incrédulité, hein, qui permettaient qu'on avait des vraies lettres, on avait des vrais morceaux de journaux, etc. Et ça, je pense que ça fait beaucoup pour un jeu comme ça, un jeu d'enquête, où on n'est pas obligé de tout raconter, mais en donnant une simple carte postale aux joueurs, ils vont pouvoir dire, tiens, elle vient d'Afrique, tiens, machin était en Afrique, à qui il écrivait, tiens. Et c'est une façon de jouer qui est piquante et comment dire, stimulante pour les joueurs, parce qu'on ne leur dit pas tu reçois une lettre d'Afrique, tu vois que c'est machin qui l'a envoyé, il y était en 1822. Voilà, donc c'est aux joueurs de faire une bonne partie du chemin grâce aux aides de jeu. Et puis l'aide de jeu, c'est immersif, quoi. Mais voilà. d'ailleurs, dans le passage sur l'aide de jeu, j'ai bien apprécié aussi, autant tu notes tout ce que les aides de jeu peuvent amener, autant tu mets
mais enfin, ouais, tu glorifies pas l'aide de jeu, tu mets aussi les limites que peut certains aspects vicieux que peut amener l'aide de jeu. Enfin, c'est bête, mais j'ai trouvé ça vachement honnête et puis intéressant parce que toi, c'était pas on est Maléfice, on est connu pour les aides de jeu, on va vanter le truc. On sent vraiment une analyse sur qu'est-ce qu'apporte une aide de jeu, à quel moment ça soutient la partie, à quel moment, si vous en abusez, peut avoir un effet pervers. Enfin, t'es expérimenté dans le truc, je pense. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ah, mais ça se sent en te lisant, en fait. Et puis alors, comme dit Christophe, effectivement, on peut aller loin dans ce genre de choses. Alors, c'est Michel Godot qui a commencé, hein, parce que dans la version dans le scénario le dompteur de volcan, il y avait une petite statuette à monter, alors qui était en carton, hein, bien sûr. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que Michel Godot, il aurait fourni un module 3D pour que chacun puisse se faire sa petite statuette. Pourquoi pas? Mais en tout cas, à l'époque, on découpait sa petite statuette, on la montait et on avait une simili-statuette en relief. Hein. La musique Adoucir les meurtres était fournie avec des partitions musicales que certains ont jouées, etc., etc. Et donc, on peut effectivement, à Maléfice, aller assez loin, et puis on peut en avoir certaines qui sont complètement soit foutraques, parce que quand les joueurs tombent là-dessus, ils disent « c'est quoi ce truc-là » je ne peux pas tout raconter parce que ça spoil des scénarios qui existent, mais dans un des scénarios, je me suis quand même amusé à aller chercher chez mon kiné un squelette et que j'ai animé quand les joueurs rentraient dans la pièce. Le squelette bougeait, leur montrait des trucs où il fallait qu'ils aillent chercher. Bon, ben, ça les marque, hein, ils en parlent encore. Donc, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour jouer à Maléfice, mais de temps en temps, se lâcher un peu là-dessus, ça peut être très, très rigolo et très ludiquement très intéressant. On peut aller jusque-là, quoi. Si on veut. Ok. Bah, du coup, vu qu'on est en train de parler des aides de jeu, je glisse un peu et puis ça ne va peut-être dire oh mon Dieu, mais du coup, l'aide de jeu principale, centrale, basique, je pense, j'arrive avec mes sabots. Le tarot, bon, qui s'appelle pas le tarot, mais tu disais, on l'a repris, on l'a remis au centre. Qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que bah, c'est bête, mais justement, j'ai eu une petite discussion avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui jouait à Maléfice depuis Belle Lurette, puis il disait non, mais moi, je m'en fous, je joue sans. Et moi, je trouvais ça très étonnant parce que ça fait un peu partie. J'ai joué qu'à la V1 hein, et puis après je finis les anecdotes, mais c'est pour ça que j'avais une sensation. Puis je m'inscris dans la légende Maléfice, un côté plus sérieux. C'est qu'on jouait à Cthulhu, on s'en foutait, on trouvait le grand méchant, on allait l'exploser à coups de dynamite. On jouait à Maléfice, on prenait des notes, puis tant on n'osait pas foutre le truc en l'air. Ouais, voilà, il y a un côté où on faisait pas les pignoufs pareil, quoi. Là, je dis pas que c'était qu'on se faisait chier, mais ouais, on était plus. Ouais, ça a de la gueule. Bah, je t'en prie, je me tais et je te laisse. Donc, le tarot, oui. Donc, dans les versions précédentes, il était surtout utilisé à la création de personnages. Il était uniquement utilisé. Et, oui, même uniquement à la création de personnages. Maintenant, il est utilisé, je crois, à 3-4 éléments différents pendant une partie. Mais si on veut revenir à la création de personnages, là, on a en fait, dans cette nouvelle version, donné plus d'indications comment interpréter le tirage des lames, parce qu'il y a un tirage de lames. Hein. On fait, chaque joueur tire des lames de ce jeu-là pour justement étoffer son personnage. Ça fait partie intégrante de la création. Donc, pour revenir peut-être à la création de personnage, il y a une partie où maintenant le joueur, la joueuse décide lui-même, elle-même, le personnage qu'il ou elle désire. Voilà, avant, parce que c'est un jeu des années 80, des années 80, c'était une époque où il y avait beaucoup de tables. Hein. Maintenant, au lieu d'utiliser des tables, on laisse en fait la liberté à la joueuse, au joueur de décider. Néanmoins, il y a quand même certains aspects de ce personnage qui viennent du destin. Voilà, la joueuse, le joueur ne peut pas décider de tout. Et ça vient de là. Donc, basé sur le tirage des lames, on affine le personnage, on lui donne certaines caractéristiques qui vont influencer et son background et ses caractéristiques chiffrées. Donc ça, c'est l'un des aspects où le tarot reste important et on l'a développé, on a aidé les meneurs de jeu, les meneuses de jeu à interpréter le tirage.
Et il y a ensuite deux autres aspects. Je pense que Christophe, tu peux expliquer quel rôle il joue, notamment lors de jets de spiritualité et de rationalité. Et il y a encore lors de la narration partagée, qui est Là, un je peux en sujet, dire je un mot trouve, aussi après intéressant. Christophe. Ouais. Vas-y, Christophe. Alors, il y a effectivement en tout 4 moments où on va pouvoir utiliser les lames. Donc, le premier, ça en a parlé. La seconde, c'est lorsqu'on fait un jet. Avant, on faisait des jets de rationalité ou de spiritualité. Maintenant, on va tirer une lame. Et en fait, les lames maintenant sont numérotées. Et elles ont une double numérotation suivant le sens dans lequel vous avez tiré la lame. Et puis, si vous avez une certaine lame dans votre propre jeu au moment du tirage de la création, et que vous la tirez en même temps confronté à une situation stressante qui fait appel à la rationalité ou la spiritualité, eh bien, ça va encore avoir un effet supplémentaire pour votre personnage. Donc ça, c'est dans le cadre des jets enfin des tirages, il faut qu'on s'y habitue nous aussi, des tirages de spiritualité et de rationalité. Avant que Jean-Philippe parle de la narration partagée, il y a encore un moment, mais ça, il est plus rare. C'est lorsque les personnages sont appelés à faire des actes surnaturels ou magiques, où là aussi le tarot a été remis à l'ordre du jour, il est utilisé. Alors c'est une grande différence de la magie dans Maléfice. Généralement, les personnages la subissent plutôt qu'ils la provoquent. Ils peuvent la provoquer et l'utiliser. Et là, donc, on fait de nouveau appel aux lames, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis pour la narration partagée, Jean-Philippe peut en dire quelques mots. Oui, on a une option sur la narration partagée, c'est-à-dire que ceux qui aiment ça peuvent s'en servir et ceux qui n'aiment pas l'oublient. Mais à l'occasion d'une scène, comment dire, une scène de rue, à l'occasion d'un moment où les joueurs sont en voyage, etc., on peut introduire, si on veut, une petite séquence de narration partagée. Alors ça se passe de cette façon, le meneur mélange le tarot, et puis il fait tirer à chaque joueur présent une lame, plus une, pour qu'ils aient un volant de manœuvre, et ils vont devoir raconter un épisode, une scène, un petit moment de jeu à partir de ces lames qu'ils ont tirées. Alors, il y a des lames de profession, donc on peut imaginer que si on tire une lame comme le centurion qui représente l'armée, la police, on fasse intervenir qui est un gendarme, qui est un policier, pourquoi pas à l'inverse, un voleur poursuivi par la police, etc. Et puis, chaque joueur utilise, alors pas forcément sa carte, mais ils doivent utiliser toutes leurs cartes, sauf une qu'ils peuvent éliminer. Et moyennant quoi, ils proposent au meneur une séquence, une séance. Alors, ça ne doit pas pouvoir tuer quelqu'un, encore moins handicaper un joueur à côté de soi, hein, ça ne doit pas fracasser le scénario. Donc, en cas où vraiment on irait jusque-là, le meneur peut dire veto, hein, ça c'est non. Mais je n'ai jamais eu à m'en servir jusqu'à présent, ce genre de choses, parce que les joueurs ont tout intérêt à ce que la séquence aille dans leur sens, évidemment. Et donc, ils trouvent sur leur route des cartes qui sont inversées, donc qui sont contraires, mais justement, l'intérêt pour eux, c'est de contourner la difficulté et de réussir ce qu'ils ont envie de faire. On peut même utiliser ça pour une séquence de fouilles, par exemple. Les joueurs cherchent une statuette, ils savent qu'elle est chez Monsieur Durand, on leur dit, voilà, vous êtes devant chez Monsieur Durand, vous allez trouver cette statuette, vous l'aurez à la fin de la séquence, mais vous allez me raconter comment ça s'est passé. Pareil, tirage de cartes, machin, on laisse les joueurs un petit moment, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, hein, ça se compte en 5 minutes, quoi. On les laisse échafauder une ou deux histoires, en choisir une, et si l'histoire tient la route et utilise les lames qu'ils ont tirées, on va considérer qu'ils ont réussi à la trouver, cette statuette. Alors, par exemple, hein, voilà des usages du tarot pour la narration partagée. Alors, lors d'un voyage qui durerait 8 jours, on va imaginer deux séquences de narration partagée pour que justement le voyage ne soit ni répétitif, ni trop long. On va dire, les 2-3 premiers jours, tout se passe bien, mais le 4e jour, hop, petite anecdote, et puis finalement, vous arrivez
voilà, comment on peut utiliser la narration partagée en jeu. Et ça s'inscrit très bien dans le fait que Maléfice, c'est justement un jeu pour l'ambiance, le roleplay, l'histoire. Et grâce à cette narration partagée, on en ajoute. Hein. Donc, aller chez quelqu'un et trouver la statuette, si c'est juste un jet de dés, bon, tu la trouves pas, ben, ça fait pas beaucoup d'histoire, en fait. Et puis, s'il ne la trouve pas, que c'était important au scénario, ben, c'est en plus Voilà. embêtant. On ne voulait pas ça, on ne voulait plus de Ouais. ça, on ne voulait plus d'un scénario qui foire totalement parce qu'il y a eu une mauvaise conjonction de jet de dés qui fait que non, t'as raté, puis toi aussi. Allez, je vous laisse une deuxième chance. Ah vous avez encore tous raté. Eh ben c'est raté. On voulait plus de ça, quoi. Et Ouais. donc La semaine prochaine, ça s'arrête là. voilà. Voilà, donc il y a cet aspect, puis l'aspect que ça correspond très bien justement à un jeu justement où l'histoire prime, l'ambiance ainsi que le roleplay. Ouais. Ça en ajoute, ça intéresse les joueurs qui peuvent justement prendre un peu plus la main dessus que les cas où c'est justement très dirigé par le MJ. Du coup, tu me tends une perche, hein, parce qu'on a réussi à faire plus de 30 minutes sans parler véritablement de système. Mais c'est pareil, le système, c'est un choix, à mon avis, volontaire. Enfin, on n'en a pas discuté, mais c'est une évidence, c'est un choix volontaire par rapport à cette recherche de l'ambiance et puis l'histoire avant tout. Donc, mais pourquoi? Mais voilà. Enfin, vous, le système, votre histoire. Mhm. Bah, quand on s'est fait la répartition des chapitres ou des thèmes dans le bouquin, tout le monde, il y avait plusieurs personnes qui voulaient travailler sur le fantastique, sur la création de personnages, puis il y avait personne qui voulait se farcir les règles. Alors moi, je me suis dit, je prends les règles, parce qu'en fait, on était tous d'accord pour dire qu'on allait changer un minimum de choses par rapport à la première version, parce qu'on voulait justement conserver ce système simple et fluide. On y a fait quelques petites modifications qu'on a déjà évoquées. On est passé du D100 au D20, voilà, c'est un usage plus moderne d'une certaine manière du dé. Vraiment, c'est un choix délibéré. C'était le choix de l'auteur au départ, Michel Godot, que de faire un système qui soit simple. Et ça, on a voulu le conserver. On y a rajouté une ou deux petites choses. On a clarifié quelques règles pour justement les actes surnaturels et magiques, parce que le système était un peu empoulé et un peu compliqué. On a rajouté un système de poursuite, de fouille, etc. Mais on a voulu conserver les choses extrêmement simples. C'est délibéré pour favoriser l'utilisation du tarot, enfin des lames, etc. Et parmi nous, je pense qu'on l'a tous vécu, moi il nous est tous arrivé de faire une partie de Maléfice pratiquement sans jeter aucun dé. Alors maintenant, sans tirer des lames, ça va être de plus en plus difficile, et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on voulait, mais c'est un choix délibéré de conserver effectivement le système hyper simple. Voilà, donc vous voyez aussi la simplicité de la feuille de personnage comparée à d'autres jeux. Je ne sais pas si on a pu voir, je ne sais pas ce qui est aussi finalement capturé de ce que j'ai montré, mais Tu l'as fait très bien, effectivement, en tout cas. il y a 5-6 caractéristiques. Et puis derrière, il y a justement des éléments biographiques qui aident à interpréter son personnage. Donc, ça montre tout de suite la simplicité du système comparé à d'autres feuilles de perso qui font des fois 4 pages, quoi. Mais pas il faut, Pardon. non, il faut dire que le système reste simple et la feuille de personnage reste simple. Par contre, le système requiert quand même du joueur qui veut s'y investir à la création de personnages de faire un certain nombre d'efforts. C'est-à-dire que le travail, à la fois le tirage des lames, mais aussi la description du passé du personnage, de ses croyances, ses orientations politiques, sa positionnement par rapport au fantastique, est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il n'y croit pas, le jeu et l'interprétation du grand jeu de la connaissance. En fait, la feuille de personnage paraît toute simple, mais ce qu'il y a derrière pour pouvoir amener cette simplicité nécessite quand même que le joueur, s'il veut faire son personnage lui-même, et on l'encourage parce que vraiment c'est quelque chose de très sympathique de le faire, notamment le moment du tirage des lames, parce que c'est toujours un moment un peu spectaculaire et assez amusant. Il y a un travail de fond pour vraiment incarner le personnage, quand bien même le système lui-même reste très simple. Ouais, tu parles d'effort, mais je dirais, j'insisterais sur le fait que c'est aussi un plaisir, c'est déjà le début du jeu. Oui, et puis c'est un dialogue, ça se passe sous forme de dialogue entre le meneur et le joueur, en disant tiens, je vois que dans ton tirage, tu as la lame du médecin qui est en négatif, ton perso a eu à
a eu des démêlés, des problèmes avec la médecine? Comment? Et alors là, tout est ouvert. Le joueur peut répondre: «Oui, quand j'étais petit, j'ai été très malade, j'ai été mal soigné», ou bien: «Ma mère est morte parce que le médecin de famille n'a pas su trouver ce qu'elle avait», ou bien: «Bah, mon père était médecin, il était très sévère, donc j'en ai gardé un très mauvais souvenir». C'est hyper ouvert, et c'est ça qui fait que le joueur va avoir un background, puisqu'on dit ça comme ça maintenant, enfin en anglais on le dit souvent comme ça, en jeu de rôle aussi. Et il va pouvoir éventuellement, sur certaines de ces caractéristiques qu'il va inventer, il va pouvoir s'en servir en jeu sans que le dé n'intervienne. Par exemple, un joueur qui est d'origine rurale va pouvoir mettre dans ses éléments biographiques, j'ai un très bon contact avec les animaux. Il écrit ça sur sa feuille, et le jour où il est confronté à un cheval qui s'emballe à Paris, eh ben, il va dire: «Mais moi, je connais bien les animaux», et là, on lui fera même pas faire de jet de dés. On va lui dire: «Ben, tu te sers de ce que tu sais effectivement, et au bout d'un moment, tu arrives à calmer le cheval», ou bien si c'est une autre raison qui fait que le cheval s'est cabré, alors on va lui dire: «Ben, écoute, malgré tout ce que tu sais, toute l'empathie que tu as pour les animaux, ce cheval-là te paraît complètement incontrôlable». Et il n'y aura pas de G2D, c'est uniquement parce qu'il a stipulé qu'il avait un très bon contact avec des animaux ayant été élevés dans une ferme, qu'il va pouvoir s'appuyer là-dessus ponctuellement. Alors parfois jamais, hein, ça servira peut-être jamais, mais en même temps, de temps en temps, il va pouvoir s'appuyer là-dessus pour obtenir du meneur de jeu une action, une réussite, sans que les dés n'interviennent. Oui, parce que ça cadre avec le personnage. Voilà, parce que lui sait faire ça. Et tu as utilisé le mot ouvert, mais justement, dans la légende de la gamme Maléfice, le nombre d'histoires et de suppléments voilà, qui ont alimenté la gamme, enfin, je pense que ça a bien renforcé le côté légendaire de Maléfice. Ce n'est pas un jeu qui est sorti et puis il a vraiment une communauté de fans qui l'ont fait vivre, et il y a moult histoires mythiques. Et du coup, qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau-là? Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, et tu as raison d'insister sur le fait que Maléfice a continué à vivre pendant toutes ces années grâce à l'investissement des meneurs et des joueurs qui ont continué à le faire vivre. Donc il y a une quantité de choses qui existent qui est extraordinaire et qui a été plus ou moins valorisée. Chacun des auteurs, on a tous dans nos sacoches des scénarios, des idées, etc. Donc il y a d'un côté les idées qu'on a, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on pourrait faire, et puis il y a de l'autre côté l'édition et l'éditeur. Et là, évidemment, ça dépend de ce que l'éditeur veut en faire. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été annoncées, d'ailleurs clairement dans le livre. Le Club Pythagore, qui est un des moyens de jouer à Maléfice, qui n'est pas exclusif, hein, parce qu'on ne voulait pas non plus de faire du Club Pythagore l'alpha et l'oméga, donc vous pouvez aussi jouer des scénarios sans le Club Pythagore. Mais disons, le Club Pythagore, comme tu disais, c'est quelque chose d'assez mythique, hein. On se souvient généralement du Club Pythagore pour avoir fait les scénarios de la campagne du Club Pythagore. Bah là, il y a quelque chose qui devrait se faire pour pouvoir le développer, parce qu'en fait, si on relit tout ce qu'on sait sur le Club Pythagore, on ne sait pas grand-chose. En réalité, Michel Godot, dans les différentes publications, distillait quelques informations au fil des scénarios. Dans le livre de base, là, on a regroupé tout ce qu'on sait déjà sur le Club Pythagore pour que ça soit à un endroit. Et puis évidemment, on a des idées, on a envie de pouvoir faire vivre ce Club Pythagore, de lui donner une chair, et puis de pouvoir peut-être y ajouter un certain nombre de scénarios. Donc ça c'est un des éléments. Il y a la carte qui a été livrée pour certains des souscripteurs des lieux enfer et lieux maudits de France, qui pourrait aussi faire l'objet de quelque chose. Et puis, on a travaillé sur la réécriture d'anciens scénarios, hein, la maison de poupée et puis la rue des Récollets. Et puis l'idée serait de poursuivre de la réécriture des scénarios de la campagne du Club Pythagore. Pourquoi réécrire? Alors, c'est pas tellement parce qu'on a changé de système, puisqu'en réalité le système a assez peu changé, mais en fait, c'est parce qu'on les a tous, nous, tellement joués, qu'on y a vu des choses qu'on pouvait approfondir
ou enrichir par rapport au scénario qui avait à l'origine été écrit par Michel Godot. Et avec l'exercice qu'on a fait, on s'est réparti la tâche pour les 2 premiers scénarios, l'étrange maison de poupée et puis le drame de la rue de Récollet. On a pu l'enrichir de nos propres expériences et des expériences d'autres meneurs qui nous avaient communiqué des propositions et des remarques, et on s'est dit, tout en gardant le fil du scénario, tout en gardant le plus proche possible le style d'écriture de Michel Godot, on s'est dit on peut peut-être enrichir de ça. Donc des idées, il y en a plein. Et puis, voilà, je sais pas. Des scénars aussi. Des scénarios aussi. Et puis, il faut dire aussi le Maléfice vit aussi avec le club Pythagore qui existe à Provins, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, alors, tiens, ça va me permettre de faire une, comment dire, une annonce importante. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils vont sur la page, par exemple, Facebook de Maléfice, ils pensent qu'ils font partie du club Pythagore. Alors que le club Pythagore, il est provinois, hein, donc c'est en Seine-et-Marne, hein, et c'est une association 1901. Donc si on veut faire partie du club Pythagore de Provins, il faut en devenir membre, et il faut donc verser une cotise, etc. Et puis, on a pris évidemment ce nom-là parce qu'au départ, à Provins, on ne jouait qu'à Maléfice au début. Donc, on a appelé Club Pythagore, on a repris celui du jeu et on a pris ce nom-là. Mais ça a généré des confusions entre le Club Pythagore du jeu et le Club Pythagore de Provins. Donc ça, c'est l'occasion de dire, le Club Pythagore de Provins, c'est une association locale en Seine-et-Marne. Si on habite au fin fond de la France, on n'a pas forcément envie ni besoin de faire partie du Club Pythagore pour jouer à Maléfice des scénarios qui se passeraient dans le Club Pythagore fictif. Donc ça, c'est fin de la parenthèse. Du coup, j'étais parti pour répondre, Christophe, tu m'avais... Non, pour dire qu'il y a beaucoup de scénarios qui existent des uns et des autres, qui ont été joués, testés, jamais publiés. Voilà, c'est ça. Ça fait 35 ans que le Club Pythagore existe et il y a toujours eu un scénario Maléfice proposé, tous les ans. Donc, certains, c'était comment on appellerait ça, des avant-premières de scénarios qui sont parus. Michel Godot est venu ici faire jouer le Dompteur de volcan et le premier épisode du Voile de Cali, avant que ce soit sorti. Et puis, il y a effectivement des scénarios qui nous étaient proposés par un ou l'autre maître de jeu et qui étaient présentés qui étaient des inédits de Maléfice. Il y a ça, et puis aussi j'aimerais quand même insister sur le fait que oui, parler de la gamme future, c'est intéressant, mais il y a aussi la gamme présente. Donc dans le livre de base, je fais un peu mon VRP, je crois. Dans le livre de base, il y a 2 scénarios inédits. Il y a déjà 2 suppléments qui existent déjà. Il y a celui-ci que j'ai déjà montré avec les réécritures de 2 anciens scénarios, c'est ceux que Christophe a mentionnés. Et puis il y a encore un autre supplément avec 2 autres scénarios inédits, dont un de Christophe et un de Michel Fagherazzi, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc oui, il y a 6 scénarios disponibles dans la nouvelle gamme, c'est ce qui fait quand même un bon début, je pense. Ouais. Et vu que mécaniquement, vous n'avez pas non plus complètement tout cassé, ben c'est reprendre des vieux scénars, ça reste possible. Absolument. Ouais. Sans aucune difficulté. C'est ça aussi qui fait l'avantage d'un système de règles qui est léger et simple, c'est qu'en réalité, on peut reprendre les anciens et les jouer sans difficulté. Oui, les seuls accommodements, entre guillemets, c'est qu'il y a une question de vocabulaire. On a remplacé ouverture d'esprit, qui aujourd'hui a un sens tout à fait particulier, par rationalité. Donc, il faut se faire à ça. Et puis, effectivement, on est passé du D100 au D20. Alors, quand on offre des pourcentages, les anciens scénarios disent « sur la table des paliers, vous pourrez voir que… » Bon, il n'y en a plus. Mais sinon, les scénarios en eux-mêmes ne posent pas de problème, quoi. Parce qu'en fait, la grande différence entre les anciennes versions de Maléfice et celle-ci, c'est que celle-ci, eh ben, elle est disponible. Ouais, c'est vrai que oui. Non, quand tu vas regarder sur le marché de l'occasion, si tu veux une collection Maléfice, tu casses ta tirelire. Eh oui. Non, mais on va le dire clairement. Oui. T'es content de trouver des vieux PDF, quoi, parce que. Enfin.
Et puis du coup, bon, on va bientôt atteindre l'heure. On va finir sur vos souvenirs à vous, parce que là, on parle de votre travail. Mais vous, en tant que joueur, meneur, les campagnes qui vous ont marqué, les événements qu'on fait que vous avez su que vous aviez trouvé un jeu qui allait être un peu votre jeu, le jeu. Il y a eu des grands moments coup de cœur, il y a eu dans votre passé de rôliste. Alors, moi, j'ai découvert le jeu de rôle avec Maléfice en tant que joueur. J'étais pas du tout meneur. Et une des premières parties que j'ai jouées, on avait la chance de jouer dans une pièce qui pourrait bien ressembler fortement à ce qu'est véritablement le club Pythagore, qui est situé au Palais Royal, c'est-à-dire une pièce lambrisée avec des livres au mur et des magnifiques tables cirées, des sièges extrêmement confortables, etc. Et quand on a commencé le scénario, on s'est pris là-dedans et on a joué de 2 heures l'après-midi à 2 heures le matin sans interruption. Et c'était un des premiers scénarios. Et je me suis dit, waouh, le jeu de rôle, c'est ça. Et je me souviendrai toujours de cette première partie de Maléfice. C'est ce qui a probablement fait mon attachement et mon amour pour ce jeu sur le caractère de l'ambiance et de l'atmosphère. C'est ce qui vraiment m'a fait que pendant toutes ces années, j'ai jamais quand même quitté le jeu. Et puis quand l'opportunité s'est présentée de travailler à cette version 4, j'ai évidemment pas hésité. Ça t'a marqué jusque dans ton fond d'écran de Skype. Exactement. De mon côté, j'ai commencé le jeu de rôle avec voilà, les classiques D&D, Hawkmoon, Stormbringer, voilà, des jeux Medfan avec moult combats à faire les uns derrière les autres. Et en fait, ça m'intéressait pas vraiment. Et alors, quand Maléfice est venu, j'avais aussi un très bon MJ, hein, Christian, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, salutations. Donc là, j'ai vraiment croché, voilà, des enquêtes, de l'ambiance, du roleplay. Moi, ça m'a beaucoup plu. Alors effectivement, des souvenirs, j'en ai beaucoup. La difficulté, c'est de choisir lesquels, hein. Le Délivrez-nous du mal, ça a été quand même un grand moment. Là, jouer des moines dans un monastère, c'est quand même une situation qui a été très prenante et aussi un scénario avec pas mal de rebondissements très, très intéressants. La musique adoucit les meurtres, ça a aussi été un grand moment. Et, euh, et voilà, donc ça correspond à ma façon de jouer. Et puis, comme tu le sais, dans l'équipe ici, Christophe et moi, on habite en Suisse, Provins, là où est Jean-Philippe. C'est en Seine-et-Marne, ça fait à peu près 550 km pour y aller, pour se rencontrer. On a fait ça très régulièrement et ça vaut les 550 km aller et les 550 km retour, quoi. C'est notre passion et on a pu ainsi former une équipe et répondre aux souhaits de Arkane Asylum Publishing, de Mathieu Saintou, de faire une nouvelle édition. Et on s'y est mis en commun, les trois, plus évidemment Michel Fagherazzi et Dominique Chanavas, qui n'ont malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Moi, c'est particulier parce que Maléfice, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai gagné à jeu des cartes lors d'une animation avant Noël, quand le jeu était sorti. Il y avait on va dire un animateur qui était là. C'était un vendeur de jeux des cartes à Paris. Il posait des questions. Hop, j'ai levé la main, j'ai répondu et hop, j'ai gagné la boîte de Maléfice. Et donc, que je ne connaissais pas, hein. J'étais grand joueur de jeux de plateau, mais je ne connaissais pas le principe du jeu de rôle. Et quand j'ai lu les premières pages, celles qu'on a gardées en hommage à Michel Godot, hein, qu'est-ce que le jeu de rôle, etc., on l'a gardé tel quel. Quand j'ai lu, quand vous lisez un roman, vous êtes prisonnier de ce que l'auteur a écrit, mais là, vous allez prendre la place d'un personnage. Est-ce que vous allez décider, ça va se passer en vrai autour de la table? J'ai dit, mais ça, c'est génial, quoi. Et du coup, déjà, le principe du jeu de rôle m'a sauté à la figure. Et alors, en plus, c'était du fantastique. Et moi, je passais mon temps à lire les collections Marabout, fantastiques, Seignol, Evers, Jean Ray, tous ces auteurs-là. Maupassant qui était dedans aussi, enfin bref, et du coup là j'ai vraiment trouvé le jeu qui me fallait, quoi. C'était l'ambiance que j'aimais, c'était les histoires que j'aimais, et du coup
Ça ne m'a jamais quitté. Hein. Et puis j'ai écrit, mais alors le grand souvenir, c'est d'avoir écrit à Michel Godot tout le bien que je pensais de son jeu, lui avoir expliqué comment on jouait, etc. Et puis un soir de février, le téléphone sonne et j'entends sa grosse voix. Bonjour, c'est Michel Godot. Et donc il m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il avait bien aimé ma lettre, etc. Et on est devenus amis à ce moment-là. Et il est venu chez nous à Provins. Il est monté de Nice à Provins pour nous faire jouer en avant-première le Dompteur de volcan. Ça, c'est le grand souvenir parce que, si on voit, voilà, hop. Donc, Michel Godot, meneur de jeu, avec évidemment le premier écran, hein, forcément. Et ça m'a aussi ouvert des horizons de meneur parce qu'une fois que le scénario a été sorti, j'ai relu tout de suite pour voir un peu. Et il nous avait fait un numéro à propos d'un vieux mec, un vieux circassien qui nous disait « Oui, vous savez, les gens, ils vont au cirque, ils pensent que les lions, c'est dangereux. Mais le plus dangereux, c'est les singes, monsieur, c'est les singes. » Il nous a fait tout un pataquès là-dessus. Le bouquin arrive, je l'ouvre, rien sur les singes. Et c'est là que je me suis dit « Oh punaise, ça m'ouvre des horizons. » Il est parti en live comme ça, sur ce singe. Il n'y avait rien dans le scénar dessus. Et il nous a baladé avec le singe, on s'est marré avec cette histoire de singe, et elle n'était pas du tout dans le scénar. Et donc, je me suis dit, on ne joue pas tout ce qu'on lit, on ne lit pas tout ce qu'on joue. Enfin, et là, j'ai vraiment compris la substantifique moelle du meneur de jeu, quoi. Donc ça, c'est le grand souvenir que je garde de Maléfice. Ouais, c'est un joli souvenir. Du coup, tu nous laisses tous, on n'a plus rien à dire. C'est vrai que c'est... Ah bah c'était pas le but. Ah non, mais c'est un beau souvenir quoi, qui laisse envieux. Et du coup, petit mot de la fin, parce que là, j'aurais dû dire, oh, ça c'était un beau mot de la fin, mais Maléfice, il est disponible dans vos boutiques, vous pouvez y aller. Et puis, vous êtes fiers de votre boulot, vous êtes heureux. On est content, oui, c'est sûr. C'est sûr, oui. Parce que ça a été quand même du gros projet, du gros travail. Et puis maintenant, l'accouchement s'est bien passé. Alors maintenant, c'est la dépression postpartum, quoi. Ça, c'est dur. L'accouchement était long quand même. C'est vrai. Il faut le dire. Le travail a été long, l'accouchement aussi. Mais c'est parti d'un pari, hein, parce qu'en fait, on a décidé de se lancer là-dedans en jouant un scénario mené par Jean-Philippe. Et à la fin des 3 jours où on a joué, on s'est dit un peu sous forme de gag, et si on se lançait dans la réécriture de Maléfice? Et franchement, quelle belle aventure. Enfin, c'était vraiment... On est content. Puis maintenant, en fait, l'objet, il ne nous appartient plus. Hein. Il appartient aux joueurs et aux meneurs. Et c'est à eux de s'en emparer et puis de nous dire ce qu'ils en pensent en bien ou en mal. Nous, en tout cas, on continuera à le faire jouer avec beaucoup de plaisir. Voilà un beau mot de la fin. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, je vous remercie beaucoup. Mais peut-être comme épilogue après le mot de la fin, peut-être que Jean-Philippe, tu as envie de mentionner un certain carrousel. Ah, c'est vrai, oui, on a parlé du Club Pythagore, mais il va y avoir à Provins, en Seine-et-Marne, donc, ce qu'on appelle un carrousel des maléfices, c'est-à-dire c'est un week-end de jeu pendant lequel on ne joue qu'à Maléfice. D'habitude, quand le Club Pythagore fait des journées, c'est multi-jeux, mais le carrousel des maléfices, c'est réservé à Maléfice. Et on fait appel pour ça à des meneurs de jeu qui ont des scénarios originaux et qui viennent les proposer aux gens qui viendront jouer, de façon à ce que même un vieux maléficieux qui a joué tout ce qui est paru, etc., puisse être sûr qu'on va lui proposer un scénar qu'il ne connaît pas. Donc, ce sera les 13 et 14 mai 2023, bien sûr, à Provins. Les infos, elles sont sur le site du Club Pythagore qu'on trouve facilement, et puis sur la page Facebook du Club Pythagore. Pour l'instant, on n'a pas lancé, on a juste demandé aux gens de noter la date s'ils ont envie de venir, et on va leur en dire un peu plus là en ce début d'année. On va commencer à voir combien de meneurs on dispose, s'il nous en manque encore un ou deux pour faire un appel. Mais disons que le 13 et 14 mai, à Provins, dans une belle salle voûtée du XIIIe siècle, on va jouer à Maléfice et uniquement à Maléfice. Et tu es invité, cher vieux geek. Et toi, internautatrice, tu es aussi invité à nous rencontrer, à jouer à Maléfice, un jeu qui est bien. Dans la limite des places disponibles. Vous aurez compris dans l'équipe des auteurs quel était le battleur. Hein.
Mais c'est un joli mot de la fin. Donc, je vous remercie. Et puis, hop, je vous garde en privé. Au revoir. Au revoir.